Les jeudis de l'Iliade. Donc bonsoir tout le monde, merci à Aristide Lecat qui est là d'être avec nous. C'est la reprise des jeudis de l'Iliade, puisque les covidiens, covidistes, je ne sais pas comment on les a appelés, ont un peu perturbé le programme, donc c'est la reprise. Voilà, merci à toi d'être là pour nous parler de Carl Schmitt. Donc évidemment il y aura une présentation par Aristide Lecat et ensuite un temps grâce à la nouvelle librairie qui nous accueille chaleureusement comme pour tous ces jeudis de l'Iliade pour échanger avec l'auteur donc du Qui suis-je qui peut être dédicacé et surtout de ce livre qui vient de paraître aux éditions de la nouvelle librairie, Carl Schmitt et la gauche radicale, une autre figure de l'ennemi. C'est un des propos de ce soir. Vous m'entendez ou pas? Oui. Ah, le micro, voilà, c'est ça, on est d'accord. Le micro marche très mal, là, ou alors pas longtemps. Là, ça fonctionne, ouais. Là, voilà, ça fonctionne, ouais. oui. Non, c'est ça, c'est-à-dire qu'il n'est pas chargé. Il ne va plus y avoir de pile. Bon, bah, écoutez, on va faire sans. Pourtant, il y a d'autres livres proposés sur Carl Schmitt, donc notamment les correspondances Junger-Schmitt et les livres de Schmitt eux-mêmes. J'en ai d'autres ici. Voilà, donc Alexandre, le patron, pourra vous guider si vous souhaitez poursuivre. Donc je vais laisser la parole à Aristide. Merci encore à toi. Bonne conférence. Merci Romain. Alors j'en profite pour d'abord pour commencer, bienvenue à vous, chers amis. On va dire ça comme ça. Je commencerai par remercier d'abord l'Institut Iliade qui me fait l'honneur de m'inviter pour évoquer la figure, l'œuvre de Carl Schmitt. D'accord. Il ne s'agira pas d'être exhaustif ce soir, vous m'avez compris, mais je vais essayer de vous donner quelques éléments biographiques, bibliographiques aussi. Je remercie aussi, je dirais ça va de soi, mais la nouvelle librairie qui m'a fait un très très bon accueil. Notamment, je transmettrai aussi mes amitiés et mes chaleureux remerciements à François Bousquet. À vous aussi d'ailleurs, vraiment c'est très gentil à vous. Je vous encourage, pour ceux qui ne connaissent pas ou très peu la nouvelle librairie, à aller fureter dans les rayonnages. Vous trouverez certainement votre bonheur. Alors, donc je suis là effectivement pour vous parler de Carl Schmitt. Pourquoi? Parce que j'ai modestement consacré deux ouvrages à Carl Schmitt. Un qui est paru en 2017, un Qui suis-je. Alors Qui suis-je, je ne sais pas si vous connaissez la collection. C'est l'éditeur Pardès qui, depuis quelques années maintenant, on va dire un certain nombre d'années, a une collection qui s'appelle Qui suis-je. C'est un petit peu comme les Que sais-je des presses universitaires de France. Et ces Qui suis-je, comme le nom l'indique, sont consacrés donc à des personnalités. Alors, je dirais aussi diverses et variées, des personnalités politiques, littéraires, Jacques Chardon, Céline, Marcel Aimé, Pierre Boutan, Brasillac, etc. Et donc, il y a quelques années, je lui ai proposé, s'il était d'accord, pour accueillir un Carl Schmitt dans sa collection. Alors d'ailleurs, il y en a un très récent qui est sorti, mais qui fera l'objet d'un autre jeudi de l'Iliade qui vient vraiment tout juste de sortir sur un Dumézil, ça n'a absolument rien à voir, donc je n'en parlerai pas. Alors, moi, parce que je suis venu pour parler de Carl Schmitt, et récemment, donc, j'ai, en fait, à la faveur d'un colloque organisé par la revue Éléments, que vous connaissez sans doute, et qui a été filmé pour des raisons covidiennes évidentes, qui a été filmé par nos amis des studios de TV Liberté. Donc le colloque, vous pouvez le retrouver d'ailleurs in extenso sur la chaîne TV Liberté, mais aussi sur YouTube, pour ceux qui sont abonnés, ou simplement vous tapez colloque Carl Schmitt. Alors c'était un colloque qui ne portait pas uniquement sur Carl Schmitt, qui portait d'ailleurs sur la relation Carl Schmitt et Ernst Junger.
et qui d'ailleurs ce colloque en fait finalement avait pour but de présenter la correspondance nouvellement traduite par François Poncet. Donc cette correspondance entre ces deux Allemands, je dirais, majeurs du XXe siècle, l'écrivain guerrier, on va dire, Ernst Junger, et le juriste philosophe Carl Schmitt. Et donc, dans ce colloque, j'ai été amené à présenter, si vous voulez, la relation de Carl Schmitt avec une certaine gauche extrême, radicale. Et ce qui m'a donné d'ailleurs, je dirais, l'occasion et l'opportunité et l'envie de faire une petite étude. Alors, vous retrouverez d'ailleurs dans ce colloque des éléments, dans ce livre, des éléments du colloque. Le livre étant un petit peu plus complet sur la question de la relation de Carl Schmitt et de la gauche radicale. Alors, ce soir, si vous voulez, je vais vous entretenir un petit peu de Carl Schmitt. Alors, je vais commencer par... qui connaît Carl Schmitt d'ailleurs ici? Ouais. Alors, petite parenthèse, n'hésitez pas à m'interrompre, à poser des questions. J'aime bien l'interactivité. Moi, quand je fais mes cours à l'université, voilà, je trouve que c'est une très bonne façon, si vous voulez, d'animer un cours que les étudiants, parfois, alors vous n'êtes pas des étudiants, vous êtes un auditoire, mais ça peut permettre l'échange et ça peut rendre plus vivant une matière présumée aride. Alors, tous à peu près ont entendu parler de Carl Schmitt, d'accord? Alors Carl Schmitt, en France, je dirais que on doit la fortune bibliographique intellectuelle de Carl Schmitt, on va dire à trois personnes. Trois personnes: Raymond Aron, Julien Freund et Alain Benoît. Trois personnes qui ont véritablement... Alors, il y en a d'autres, évidemment, il y en a d'autres, mais pourquoi celle-là? Pourquoi ces personnes-là? Parce que ce sont des gens qui ont été, alors, à des degrés divers, mais qui ont été bienveillants d'une manière générale, si vous voulez, avec cet auteur, cet intellectuel, ce juriste, parce qu'il était juriste, il était exclusivement juriste. D'ailleurs, toute sa vie, il ne cessera, quand bien même s'intéressera-t-il aux relations internationales, à la géopolitique, à la théologie, à la philosophie, à la politique, mais c'est un juriste exclusivement. Il dira d'ailleurs dans Ex Captivitate Salus, je suis juriste et non théologien, je suis juriste. Voilà. Si vous voulez, Carl Schmitt, c'est le juriste qui s'intéressera à l'anthropologie, à la philosophie, aux relations internationales, à la géopolitique, en tant que juriste. Voilà. Alors je reviens à Raymond Aron, Julien Freund et Alain Benoît. Ce sont ces personnes-là qui ont véritablement imposé, alors il a fallu du temps, il a fallu des années, mais qui ont réussi à imposer Carl Schmitt dans le débat intellectuel français. Mais je dirais avec une bienveillance d'ailleurs distante et critique, mais avec une bienveillance que n'ont pas eu d'autres personnes, d'autres universitaires notamment. Et il est vrai qu'à l'université, si vous parlez de Carl Schmitt à l'université, notamment dans les facultés de droit, on va vous regarder avec des gros yeux, et comme si vous aviez prononcé un gros mot. Donc Carl Schmitt est persona non grata dans les études de droit. Lorsque vous rentrez à la faculté de droit, on va vous parler de Hans Kelsen, qui est, je dirais, son alter ego, mais je dirais son ennemi pour le coup intellectuel, même si les deux hommes se côtoyaient. Je pense que du côté de Kelsen, il y avait une petite détestation franche, cordiale mais franche. Carl Schmitt était plutôt bienveillant, il s'en fichait un peu. Mais voilà, en tout cas dans l'université française, on vous parlera de Hans Kelsen, mais on vous parlera très très peu de Carl Schmitt. Moi qui suis un pur produit de la fac de droit, je n'ai jamais entendu parler de Carl Schmitt autrement que par Alain Benoît. C'est Alain Benoît qui m'a, je dirais, ouvert les yeux sur cette personnalité
que je ne connaissais pas, et qui, ne pas connaître Carl Schmitt aujourd'hui, et je le dis, je dirais, sans excès, sans exagérer, sans hyperbole, c'est un classique qu'il faut connaître au même titre que Hobbes, que Machiavel, que Jean Bodin, que Rousseau, Jean-Jacques. Hein, voilà, pour moi, ça fait partie des penseurs. Le dernier penseur européen conséquent, c'est Carl Schmitt. Après tous ceux que je viens de vous citer. Après Hobbes, Machiavel, Bodin et Rousseau. Ou John Locke. Voilà. Et ne pas connaître Carl Schmitt, c'est pour le coup faire preuve, pour reprendre ce mot de Gomez d'Avila, faire preuve d'hémiplégie intellectuelle. C'est véritablement un manque, c'est une carence, c'est une lacune, c'est une faute de la part de l'université. Il faut quand même savoir que d'autres pays européens ont moins de scrupules à parler de Carl Schmitt. Je prends l'Italie, qui publie régulièrement sur Carl Schmitt, qui fait des colloques régulièrement sur Carl Schmitt. Je prendrais même l'Allemagne, hein, qui pourtant, Carl Schmitt, vous comprenez, Carl Schmitt en Allemagne, puis quand on parle de l'Allemagne, bon, Carl Schmitt, nazi pendant 3 ans, bon, on va y revenir sur cet épisode-là d'ailleurs. Mais l'Allemagne publie, je dirais, de manière décomplexée sur Carl Schmitt. L'Espagne, n'en parlons même pas, le Portugal, n'en parlons pas. Aux États-Unis, alors les États-Unis, je dirais, les Américains ont encore moins de complexe qu'en Europe. Bon, il se publie, c'est ce que j'avais d'ailleurs écrit dans mon livre, mais il se publie à peu près tous les 10 jours un ouvrage sur Carl Schmitt, voire sans compter les rééditions, les traductions nouvelles sur Carl Schmitt. Donc si vous voulez, à part en France, mais je dirais Carl Schmitt fait dans les pays d'Europe et aux États-Unis, j'allais oublier la Chine. La Chine publie sur Carl Schmitt des ouvrages, se met à publier, à découvrir Carl Schmitt. Les Chinois, s'intéressent de très très près à Carl Schmitt. Et se nourrissent d'ailleurs, et les hauts dignitaires chinois se nourrissent d'ailleurs des doctrines schmittiennes, de la pensée schmittienne, pour alimenter leur vision du monde. Pourquoi? Parce qu'effectivement, ça démontre bien que Schmitt est devenu incontournable, comme l'est Machiavel. Machiavel est étudié de manière tout à fait normale, classique, dans tous les pays que je viens de vous citer, y compris en France. Ce n'est pas l'objet, si vous voulez, d'un procès en sorcellerie. Machiavel, Hobbes, qui sont devenus des penseurs classiques. Carl Schmitt, c'est pas pareil. Carl Schmitt, si vous voulez, Carl Schmitt, c'est l'ennemi. Alors justement, je vais vous citer en introduction un petit peu de mon propos, une phrase un petit peu longue, mais qui va vous donner une petite idée de la façon dont on conçoit Carl Schmitt, dans le monde intellectuel français, conçoit Carl Schmitt. Début de citation. Le concept de politique chez Schmitt ne peut convenir qu'à une société agressive, laquelle converge avec la société telle qu'elle fut conçue et forgée par le national-socialisme. Bon. Mais il faudrait aller beaucoup plus loin et montrer que les notions de décision, d'état d'exception, de dictature fournissent une constellation théorique qui converge avec l'état nazi. Petit texte assez court, on cite 2 fois le national-socialisme et le nazisme. Bien que ces notions aient été formées bien avant, les notions de décision, d'état d'exception et de dictature, aient été formées bien avant le nazisme. Fin de citation. Cette citation, elle est de Yves Charles Zarka, pas grand monde connaît ici, écrit dans un petit livre d'ailleurs qui s'appelle Un détail nazi chez Carl Schmitt, dans la pensée de Carl Schmitt, paru en 2005 aux presses universitaires de France, si mes souvenirs sont exacts, à moins que ce ne soit, comment dire, au poste de la cité, je ne sais plus, enfin, peu importe. Cette citation-là, je vous la cite parce que, si vous voulez, c'est une citation qui est intéressante à double titre. D'abord parce que Carl Schmitt est le penseur conséquent de l'ennemi. On va y revenir. Et deuxièmement, vous avez à l'œuvre
dans l'université française, mais il faut savoir quand même que l'université française donne le là, d'une manière générale, dans le débat intellectuel, dans le débat public, si vous voulez, voilà, dans le débat public. Bon. Et l'université, certains universitaires, si vous voulez, ont quand même une influence, leurs travaux en tout cas, peuvent avoir une influence dans le débat public. Pas directement, mais des penseurs, peut-être en vue dans les médias, eh bien, ont lu ces auteurs-là, et si vous voulez, portent la bonne parole, hein, ou en tout cas se font les relais, de cette pensée universitaire. Donc c'est une pensée, la pensée universitaire est une pensée sous-jacente, mais ces penseurs médiatiques, si vous voulez, la portent haut et fort. Et donc, si vous voulez, ce propos-là démontre que Carl Schmitt est véritablement un ennemi. C'est l'ennemi. Donc ils utilisent, je dirais, c'est assez ironique d'ailleurs, hein, ils utilisent finalement un concept schmittien, le concept de l'ennemi, pour l'appliquer, donc ils l'utilisent pleinement d'ailleurs, hein, ils l'utilisent pour l'appliquer finalement à quelqu'un qu'ils rejettent et qu'ils considèrent d'ailleurs comme étant un nazi substantiel. Hein, voilà. Alors, avant je dirais, d'expliquer un petit peu en quoi Carl Schmitt était, selon moi, n'était pas nazi, me permettrait de faire un panorama rapide, d'accord, de la vie de Carl Schmitt. Carl Schmitt est né le 11 juillet 1888 à Westphalie, en Rhénanie, d'accord. Et il faut savoir que c'est quelqu'un, je dirais, il fut brillant très tôt. À 22 ans, il obtient son doctorat en droit pénal, d'accord, et à 27 ans, il soutient une thèse d'habilitation, d'ailleurs qui sera publiée et que l'on peut trouver d'ailleurs en cherchant bien, qu'on peut trouver, puisque sa thèse portait sur la valeur de l'État et la signification de l'individu. Un ouvrage très intéressant puisque dans cette thèse d'habilitation, une thèse qui lui permettra d'ailleurs d'enseigner à l'université allemande, eh bien, on trouve, je dirais, les linéaments de sa pensée. Donc c'est un ouvrage très intéressant, et on s'aperçoit d'ailleurs qu'en lisant cette thèse, c'est un ouvrage universitaire, hein, purement universitaire, et là on n'a pas affaire au Carl Schmitt doctrinaire, penseur, philosophe, pas encore, hein, on a affaire vraiment au jeune étudiant, il a 27 ans, bon, étudiant très brillant, 27 ans. Déjà, on s'aperçoit que Carl Schmitt a déjà des idées, sinon arrêtées, en tous les cas, très affermies sur l'État, sur l'individu, et je dirais, c'est un ouvrage qui est paru en 1915. Hein. On trouve déjà dans cet ouvrage les premiers éléments d'une pensée conservatrice révolutionnaire, hein, ou révolutionnaire conservatrice, qu'il exposera quelques années plus tard dans Politische Romantik, romantisme politique, où il s'en prendra véritablement au romantisme. Alors, romantisme allemand, mais aussi au romantisme français, de manière générale, qui lui permettra finalement de critiquer, qui dira romantisme politique est un oxymore, hein, finalement, le romantisme est impolitique, puisque finalement, les romantiques, le romantisme, prend prétexte, si vous voulez, des occasions qui se présentent pour fonder une politique. Mais tout ça est très évanescent. Tout ça n'est pas rattaché à des causes, à des permanences. Tout ça n'est pas rattaché, si vous voulez, à des choses qui sont permanentes, qui sont constantes. Donc, Carl Schmitt, d'ailleurs, parlera d'occasionnalisme subjectivé. Il dira finalement, ces romantiques, hein, ne feront de la politique, mais se serviront de tous les prétextes, finalement. Or, Schmitt expliquera que ce n'est pas ça. Hein, ce n'est pas ça. Donc, si vous voulez, voilà, Schmitt, 1915, 1921, publication de 1922 de Romantisme politique. Il faut savoir qu'à 33 ans, il sera nommé professeur de droit. 33 ans, jeune, brillant. 33 ans, il se marie à cette époque-là. Il divorcera d'ailleurs. Alors, il faut savoir que Schmitt
est un catholique convaincu. Il se mariera avec une Serbe, Paola Dorotic. Alors je vous le dis, c'est amusant, c'est une anecdote, mais bon, il faut parfois émailler le propos d'anecdotes amusantes. Il divorcera de cette furie, véritablement, puisque ce sera un mauvais mariage. Hein. Elle partira d'ailleurs avec sa bibliothèque sous le bras. Pour le pauvre juriste, l'intellectuel sera totalement je dirais, décontenancé par cette réaction. Et surtout, il divorcera. Alors, le divorce en soi, il faut savoir qu'on se situe quand même dans le premier tiers du XXe siècle. Hein. L'Église est quand même très puissante. Les catholiques suivent quand même le Vatican. Il se remariera. Et je dirais ce remariage lui vaudra une excommunication. Ce qui d'ailleurs sera pour lui une souffrance atroce, puisque il restera profondément catholique. Et évidemment, il aura beaucoup de mal, je dirais, à s'en remettre. Alors après, l'Église le réintégrera quand même dans le giron, mais il sera quand même excommunié. Alors, donc 33 ans, il est nommé professeur de droit public hein, à l'université de Greifswald. Hein, alors je fais un bond en avant. En 1927, 39 ans, il publie La notion de politique, qui fera partie de ses grandes œuvres. Hein. J'ai oublié, en 1922, il publiera aussi Théologie politique. Donc, Théologie politique, La notion de politique. Il n'a même pas 40 ans. Il a déjà publié ce qui constituera l'essentiel de son œuvre. Donc c'est un type très brillant. Très brillant. À 40 ans, il publie son maître ouvrage, La théorie de la Constitution. Théorie de la Constitution qui d'ailleurs constitue, à mes yeux, je dirais, un des meilleurs traités de droit constitutionnel qui n'ait jamais été écrit. Alors en plus un traité en langue allemande qui a été traduit, on en parlait avec un participant qui a été traduit en France, hein, qui a même été réédité d'ailleurs par les presses universitaires de France, avec une préface substantielle d'Olivier Bou, qui est un juriste de l'université, ancien membre du Collège de France, mais qui est un ouvrage véritablement, si vous voulez, et c'est pour ça que tout à l'heure quand je vous parlais de lacunes, de fautes même universitaires. Quand l'université n'enseigne pas Carl Schmitt, elle commet une faute. Elle enseigne Hans Kelsen, la théorie pure du droit de Hans Kelsen, mais elle n'enseigne pas Carl Schmitt et sa théorie de la Constitution, alors que les deux, je dirais, l'un est le pendant de l'autre. Ne pas enseigner Carl Schmitt, c'est comme si vous essayez de parler du libéralisme, de la philosophie libérale, sans parler de Tocqueville ou de Constant. On en est là quand même. Donc ne pas enseigner Carl Schmitt dans les facs de droit, en s'en tenant uniquement à Kelsen et éventuellement à Jean Bodin, c'est commettre une faute. D'autant plus que si vous avez l'occasion de lire Carl Schmitt vient véritablement compléter l'édifice bâti par les Machiavel, par les Hobbes, par les Jean Bodin, par les John Locke, par les Jean-Jacques Rousseau. Il vient véritablement parachever l'œuvre de ces penseurs. Donc c'est véritablement, je dirais, une faute. Je poursuis rapidement sur ces quelques éléments bio-bibliographiques. Donc à 40 ans, il publie donc sa théorie de la Constitution. À 40 ans. 40 ans. Hein, nous sommes en 1928. En 1930, il est reconnu comme étant le juriste par excellence du Reich. Hein, c'est pas encore le Troisième Reich, hein, mais il est quand même reconnu. Il a une notoriété qui dépasse véritablement les murs de l'université, qui véritablement monte jusqu'aux couches les plus hautes du pouvoir. Et Carl Schmitt est véritablement reconnu comme un juriste hors pair, très brillant et avec lequel il faut compter. À la rigueur, Hans Kelsen bénéficie aussi de cette reconnaissance, mais on sent véritablement, et c'est pour ça d'ailleurs que Kelsen et Schmitt d'ailleurs ont toujours une petite animosité, mais Kelsen peut-être
il partira, parce qu'il partira quand Hitler arrivera au pouvoir, il partira d'Allemagne, il partira aux États-Unis. Schmitt restera, pas forcément pour les mêmes raisons et les mêmes motivations. Mais je pense que Kelsen serait de toute façon parti parce que Carl Schmitt était quand même bien meilleur que lui. Alors bien meilleur que lui, pas forcément, je dirais, dans la science. C'était d'excellents juristes tous les deux. Mais il est évident que comme critique conséquent de la Constitution de Weimar, de la République de Weimar, qui sera instaurée en 1919, Schmitt se posait là. Schmitt était vraiment, comme on dit, le patron. C'était véritablement le penseur par excellence. Donc il sera effectivement reconnu comme le constitutionnaliste de l'État. Cela d'ailleurs lui servira puisque lorsque effectivement à l'avènement d'Hitler au pouvoir, il bénéficiera de protection fort de cette notoriété qu'il avait déjà acquise par ses œuvres. Il faut s'imaginer quand même la notion de politique, théologie politique, la théorie de la Constitution, d'autres ouvrages que je n'ai pas cités, la visibilité de l'Église, etc., parlementarisme et démocratie, qui évidemment rentrent dans ces œuvres, mais qui sont des œuvres peut-être plus secondaires par rapport à celles que je viens de vous citer. Mais si vous voulez, voilà, il a déjà toute son œuvre. Toute son œuvre de juriste est là. Alors, il y aura une deuxième partie qui interviendra après 45, enfin un petit peu avant d'ailleurs, une fois qu'il se sera fait, je dirais, expulsé du parti nazi. Mais on va dire que son œuvre de juriste de droit interne, d'accord, de droit intérieur, était déjà là. Et aujourd'hui, nous sommes au XXIe siècle, mais cette œuvre-là ne peut pas est devenue incontournable. On ne peut pas l'ignorer. Quelqu'un qui s'intéresse un tant soit peu à la science politique, qui s'intéresse à la science du droit, qui s'intéresse aux faits politiques, aux phénomènes politiques, ne peut pas ignorer cette œuvre-là. Comme on ne peut pas ignorer Le Prince de Machiavel ou Le Léviathan de Hobbes, le traité du gouvernement civil de Locke. Fait partie vraiment des grands classiques. Voilà, je le répète parce que c'est presque, je dirais, de façon presque militante, et parce qu'il faut effectivement en avoir conscience. L'université française se coupe véritablement les ailes, notamment dans les facultés de droit ou dans les instituts de sciences politiques, en ne parlant pas de Schmitt. Bon. Alors, effectivement, je vais l'évoquer, mais comme ça, peut-être pour mieux l'évacuer. Oui, l'avènement d'Hitler au pouvoir. Il faut savoir que Schmitt a été un critique conséquent de la constitution de Weimar. Alors, Weimar, petite parenthèse historique, quand même. Parce que nous sommes des Français, on n'est pas forcément censé connaître l'histoire de l'Allemagne de cette époque. 1918, l'Allemagne est vaincue, évidemment. Les traités qui vont se succéder, traités de Versailles et leur codicile, seront des traités d'ailleurs parfaitement humiliants pour l'Allemagne, qui vont d'ailleurs travailler le ressentiment des Allemands. Il faut bien avoir ça en tête. Et là, je dirais, c'est en dehors de l'œuvre et de la personnalité et des idées même de Carl Schmitt. Il faut savoir que les Allemands ont été réellement humiliés par ces traités. Il y a eu des vexations, véritablement. L'occupation de la Ruhr par la France, etc. Je vais citer cette phrase de Jacques Bainville, dont vous avez peut-être entendu parler, dans Les conséquences politiques de la paix, où il dit les traités de Versailles, ont été durs pour ce qu'ils avaient de mou, et mou pour ce qu'ils avaient de dur. Voilà. Ça dit bien ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'effectivement, ces traités-là n'ont absolument pas ménagé l'Allemagne, et donc repoussé le spectre d'un second conflit qui allait immanquablement survenir. D'ailleurs, puisque je terminerai là-dessus sur Bainville, Les conséquences politiques de la paix est un ouvrage excellent, puisque Bainville, avec une prescience époustouflante, décrira ce qui se passera 25 ans plus tard. Il décrira
hein, du Kaiser au Führer, quoi. On passera du Kaiser au Führer. Hein, donc véritablement, ces traités ont été humiliants. Et lorsque l'armistice sera signé, il faut savoir que l'Allemagne sera totalement désorganisée. Une fraction de l'armée allemande, qu'on appelle les corps francs, les Freikorps, à l'époque, déclarera la loi martiale. D'accord. Le pays est véritablement désorganisé. Grosso modo, vous avez donc les militaires, vous avez les politiques qui sont complètement désemparés, et vous avez des révolutionnaires, notamment des spartakistes, des communistes, d'accord, qui, évidemment, ont le vent en poupe, entre guillemets, si vous me passez l'expression, il faut savoir qu'en 1917, à quelques encablures, hein, quelques frontières hein, en Russie, eh bien, Nicolas II a été renversé, hein, les bolcheviks prendront le pouvoir. Donc, nous sommes dans ce contexte-là. Il faut savoir que l'Allemagne, en 1918-1919, c'est le chaos. C'est le chaos. Hein. Des comités, des soviets se forment hein, entre les mains des spartakistes, et les corps francs luttent contre ces spartakistes, et la République de Weimar se met en place, tant bien que mal, avec une constitution d'ailleurs boiteuse, hein, qui finalement essaiera de, eh bien, si vous voulez, de combiner le parlementarisme avec une certaine approche libérale, mais une approche libérale qui, évidemment, sera tout droit importée des États-Unis. Il faut savoir que le traité de Versailles, c'est les 14 points du président Wilson. D'accord, hein, donc, si vous voulez, ces traités qui seront signés seront des traités estampillés par Washington. D'accord. Donc c'est ce qu'il faut avoir. Il faut avoir ça en tête quand même. Il faut avoir ça en tête. Hein. Ce n'est absolument pas. Nous sommes déjà, si vous voulez, on commence à tourner la page de l'ancien ordre juridique européen. Et Schmitt d'ailleurs l'avait pressenti. Le Jus Publicum Europeum. Hein, on commence déjà à tourner la page. C'est terminé. C'est fini. Ce n'est plus, je dirais, une certaine conception politique de l'honneur qui va prévaloir. C'est véritablement une conception morale. C'est pas l'éthique, c'est la morale. C'est une morale, je dirais, oui, c'est les droits de l'homme avant la lettre. Hein, c'est véritablement ça, quoi. Donc il faut voir. Alors, pardon, hein, je fais ça vraiment très très rapidement, à gros traits, hein, à très très sommaire, hein, mais parce que j'ai pas beaucoup de temps non plus, et puis je veux ménager après le temps des questions. Puis je veux quand même terminer aussi mon propos. Mais voilà, il faut avoir ça en tête. Donc effectivement, Schmitt se fera un critique, lui et d'autres d'ailleurs, hein, se fera un critique conséquent, acerbe, hein, mais néanmoins très, comment dire, très scientifique de la constitution de Weimar. Considérera que c'est une constitution qui prêtait le flanc aux ennemis de la constitution. D'ailleurs, il parlera de ça, c'est l'expression ennemi de la constitution. Donc, tant aux spartakistes que aux nationaux-socialistes. 1923, putsch, avorté évidemment, d'accord, de Munich, qui emmènera Adolf Hitler en prison, entre les murs desquels il rédigera son fameux Mein Kampf. Il faut savoir que, voilà, que nous sommes dans un pays, si vous voulez, l'Allemagne, qui est tiraillé de toutes parts et qui est à la merci de ces groupes-là et de ces groupes politiques. Il faut savoir que Schmitt, que l'on traite de manière tout à fait inconsidérée de nazi, a été je dirais pas un pourfendeur, c'est peut-être, mais en tout cas a vitupéré, véritablement, a fustigé les excès spartakistes, communistes, et les excès de ce nazisme qu'il voyait poindre. Hein, il avait bien vu Adolf Hitler, il avait bien vu. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que je parlais de Hans Junger. Bon, ils deviendront amis, mais Junger avait senti ça aussi. Hein, Junger avait senti ce nazisme qui montait et qui finalement ne correspondait pas du tout à l'esprit des corps francs. L'esprit des corps francs, c'est quoi? L'esprit des corps francs, c'est l'esprit tout simplement des tranchées.
Il faut savoir que cette idéologie, cette doctrine, on va dire, cette pensée, je préfère, cette pensée, parce qu'il n'était pas idéologue, mais cette pensée révolutionnaire conservatrice, à laquelle on rattachera le nom de Schmitt, mais il faut peut-être un peu nuancer, eh bien, naîtra tout simplement des tranchées de la guerre. Et Junger, il faut lire Junger. Il faut lire d'ailleurs la correspondance Junger-Schmitt. Les deux, d'ailleurs, seront marqués par la guerre 14-18. Alors, petite parenthèse, Schmitt ne connaîtra pas les tranchées. Ça sera pas, il ne connaîtra jamais les orages d'acier, tels qu'a pu les connaître Junger. Schmitt aura été un soldat de bureau. Schmitt aura fait son temps d'armée dans un bureau, effectivement. Il était, je dirais, assigné à des tâches de contre-espionnage, enfin voilà, d'information en tous les cas, d'information militaire. Pourquoi? Non pas parce qu'il a voulu fuir l'armée, mais simplement parce qu'il avait été blessé au dos durant son instruction et ça ne lui permettait pas manifestement d'être envoyé directement sur le front. Mais néanmoins, pour vous dire que, alors, des gens comme Junger ont pas seulement été marqués, mais Junger et puis von Salomon et d'autres ont pas seulement été marqués par la guerre de tranchées, la guerre, je dirais, dans la boue, dans le bruit, dans la fureur des bombes. Mais Schmitt, bien que soldat de bureau, comme je le surnomme, aura aussi été marqué par cette guerre-là. Il faut savoir parce que à la fin de la guerre, quand le peuple allemand va découvrir finalement que, eh bien, ils ont été vaincus, mais en plus humiliés, devront payer des sommes faramineuses. Vaincus, mais humiliés. C'est, pour le peuple allemand de cette époque-là, ça a véritablement été une blessure abyssale. Très profonde. On ne s'en rend pas compte, je dirais, avec plus de 100 ans de distance, mais il faut le savoir parce que véritablement, on tournait la page, effectivement, d'une certaine conception du monde qui était celle du droit européen, où l'ennemi était respecté. Là, on ne respecte plus l'ennemi, on l'avilit, on l'humilie, on le traite plus bas que terre. Et c'est ça qui va créer les ressentiments. Et malheureusement, les institutions allemandes seront assez faibles, ne pourront pas empêcher l'avènement d'Hitler au pouvoir. Il faut quand même savoir que lorsqu'Hitler arrivera au pouvoir, les spartakistes, les communistes, seront en embuscade. Ils gagneront aussi des sièges au Reichstag. Donc, si vous voulez, on est véritablement dans un régime qui est pris en tenaille. Les libéraux parlementaires sont complètement à la ramasse. Pardonnez-moi l'expression, mais voilà. Et Schmitt se bat contre ça. On a fait passer Schmitt, on fait passer Schmitt d'ailleurs, y compris dans des écrits relativement récents, mais pour quelqu'un qui a été un ennemi de la démocratie, un ennemi de la Constitution. Mais c'est pas non, Schmitt était plutôt un défenseur de l'État weimarien. Il disait, mais non, il faut défendre l'État weimarien, il faut défendre la Constitution weimarien, et pour ça, dans la Constitution, il y a des moyens juridiques qui permettent précisément au chancelier de prendre les pouvoirs et de s'assurer qu'il tiendra l'État et qu'il tiendra à distance les ennemis de la Constitution. Donc Schmitt n'était pas du tout un ennemi de la Constitution. Schmitt avait entrevu les ennemis, il savait qui était l'ennemi. D'accord ? Voilà. Donc Schmitt, si vous voulez, n'était pas un ennemi de la Constitution, c'était pas un ami non plus du libéralisme. Mais pourquoi? Parce qu'il considérait que le cœur nucléaire du libéralisme politique, c'était le Parlement. Or, le Parlement, Schmitt considérait que c'était la classe discutante. Alors pour ça, il reprenait une vieille expression de López Cortés, qui contribuera d'ailleurs à faire connaître un peu plus en Allemagne, et de manière générale en Europe, qui est un penseur espagnol, un contre-révolutionnaire espagnol, qui parlait de classa discutidora. Bon, mais la classe discutante, finalement, le Parlement, c'est bien beau, on discute, on pérore, on vaticine, on ratiocine, mais on ne prend pas de décision. On ne prend pas de décision et on ajoute tout le temps.
perpétuellement les décisions qui devraient être prises au bon moment. C'est en cela que Carl Schmitt est un ennemi du libéralisme. Je dirais nullement, autrement. Alors, autrement si quand même, parce que malheureusement, et d'ailleurs il l'écrira, mais notamment dans la notion de politique, le libéralisme politique débouchera quand même sur un libéralisme économique, malgré tout, parce que à force de ne pas prendre de décision, à force de ne pas décider politiquement, eh bien, on ajourne, on discute, on pérore, et finalement, on ne fait plus de politique. Donc, s'il n'y a plus de politique, qu'est-ce qu'on fait? On fait de la morale, on fait de l'économie, éventuellement, on fait de la philosophie. Mais en tout cas, on ne fait plus de politique. Or, qu'est-ce que c'est la politique? Qu'est-ce que c'est la politique? Pour Schmitt, et c'est ce qu'il dira dans sa notion de politique, c'est la discrimination de l'ami et de l'ennemi. Mais c'est quoi la discrimination de l'ennemi et de l'ennemi? Eh bien, c'est tout simplement considérer que, à un moment donné, eh bien, vous avez des gens qui sont hostiles. Mais qui sont hostiles parce qu'ils ne partagent pas la même vue du monde que vous, la même conception des choses, la même philosophie que vous, les mêmes idées que vous. Et à un moment donné, ces gens-là peuvent s'avérer dangereux. Je reviens, ils peuvent s'avérer dangereux pour la Constitution, pour l'État. D'accord? Donc ils peuvent apparaître comme des ennemis de la Constitution. En conséquence de quoi, il faut que celui qui va décider puisse d'abord, préalablement, désigner l'ennemi. Qui est l'ennemi? Qui est l'ennemi? Ah, c'est vous, très bien. Donc, en décidant qui est l'ennemi, je vais savoir tout de suite qui sont mes amis. Alors attention, il ne s'agit pas de décider d'ostraciser, hein, il ne s'agit pas de mettre sur la marge, sur la touche, n'importe quel ennemi. Et d'ailleurs, Schmitt est très clair là-dessus. C'est l'ennemi public. C'est pas l'inimicus, c'est l'hostis. C'est celui avec lequel, effectivement, nous aurons une relation politique qui pourra déboucher sur un conflit. Sur un conflit. D'ailleurs, le critère du politique, c'est ça. C'est cette discrimination entre les ennemis de la Constitution et les amis de la Constitution, et cette relation de plus ou moins haute intensité, d'accord, pourra déboucher sur un antagonisme qui pourra parfois devenir irréductible au point que une véritable guerre s'en suivra. Ça ne veut pas dire pour autant que Schmitt était un partisan effréné, un belliciste effréné. Non, c'est pas ça du tout. Schmitt n'était pas pour, n'était pas un soldat. Non, c'était véritablement quelqu'un qui considérait que la politique, c'était ça. Et d'ailleurs, le critère du politique, cette distinction de l'ami et de l'ennemi, d'accord, a pour vocation, eh bien, de prévenir les futurs conflits. De se dire finalement, si les rapports entre l'ami et l'ennemi se dégradent à un point, à un seuil tel que vraiment plus aucune entente ne sera possible que celle de la voie des armes, eh bien, on assumera, on ira faire la guerre. On ira faire la guerre. Schmitt était un lecteur attentif de Clausewitz. D'ailleurs, il en tirera des conséquences, d'ailleurs. Vous savez, vous connaissez cette phrase de Clausewitz, hein, la guerre est une continuation de la politique par d'autres moyens. Et véritablement, c'est ça. Schmitt sera un lecteur conséquent de Clausewitz. Mais, néanmoins, qui va décider, qui va discriminer? Ah, ça discriminer, alors aujourd'hui c'est un gros mot, ça, discriminer. Mais on en est là d'ailleurs, hein. La discrimination de l'ami et de l'ennemi, cette distinction que l'on fait, ça revient à discriminer, ça revient à opérer un choix. Hein, on ne va pas, par bonté d'âme, choisir le point de vue de l'ennemi. Non, on va quand même, autant faire se peut, choisir le point de vue de l'ami. Même si, aujourd'hui, par un renversement mystérieux de paradigme, c'est plus si évident que ça d'ailleurs. Hein, on va d'ailleurs faire des déclarations inamourées à son ennemi. Hein, bon, pour caricaturer, mais vous allez comprendre tout de suite, l'islam, religion de paix et d'amour. Bon voilà, on en est là. Mais non, c'est pas ça. Il
faut discriminer, et de préférence, celui qui discrimine va quand même en tenir pour ses amis. Mais surtout, Schmitt va se poser la question, mais oui d'accord, mais qui va décider? Qui va décider? Qui va décider? Alors, on dit c'est le souverain. Schmitt dira c'est le souverain. Enfin, on fera dire à Schmitt c'est le souverain. Oui, mais c'est pas si évident que ça. Et d'ailleurs, je dirais que Schmitt n'est pas du tout, contrairement à ce qu'on pourrait penser, un souverainiste, tel qu'on pourrait l'entendre aujourd'hui. C'est pas ça du tout. Schmitt n'est pas un souverainiste. Schmitt considère que Schmitt est un juriste qui a une vision politique des choses. Mais quand je dis politique, c'est pas une vision politicienne, une vision politique, c'est-à-dire une vision discriminante, une vision existentielle. Je reprendrai un terme proche, comment dire, inventé par Guy Debord. Il a une conception situationniste, d'accord, de la politique. Qui va décider? C'est le souverain. Mais est souverain celui qui décide sur, dans, de la situation d'exception. Sur, dans, de, parce que c'est Uber en allemand. Comme dit d'ailleurs Julien Freund, on ne sait pas trop comment traduire ce Uber. Voilà, on ne sait pas comment le traduire. Donc, est souverain celui qui décide de, sur ou dans la situation d'exception. En fait, le souverain, c'est celui qui va se retrouver face à une situation politique. Alors, politique, attention, ami-ennemi, à devoir prendre des décisions qui ne sont pas forcément des décisions constitutionnelles ou juriconstitutionnelles, c'est-à-dire des décisions qui sont légales, juridico-légales, si vous me permettez cette redondance. C'est celui qui va prendre la décision, c'est-à-dire celui qui va essayer de sauver ce qui peut l'être, qui va essayer dans une situation de chaos, d'accord, de rétablir un certain ordre. D'accord. Le souverain, chez Schmitt, c'est pas celui qui va détenir les prérogatives de la souveraineté telles qu'on les connaît chez Jean Bodin, telles qu'elles seront développées plus tard. Non, c'est celui qui, à un moment donné, va poser une décision en dehors même du droit. D'accord. C'est celui qui va considérer que oui, le droit ne répond pas à tout. D'accord. Même si le droit a prévu des lois d'exception, des états d'urgence, parfois il peut arriver que ce soit insuffisant. Donc il va falloir s'extraire de cet ordre juridique pour précisément le sauvegarder, le conserver. D'accord. Alors, soit le conserver, donc c'est-à-dire ajourner cet ordre pour mieux le préserver et finalement prendre des décisions qui ne sont pas prévues par le droit, mais qui vont contribuer à son rétablissement, soit alors, eh bien, amener tout simplement à changer, véritablement à évincer cet ordre qui n'était pas manifestement si bien que ça, puisque précisément il a amené à la crise, il a amené à la situation exceptionnelle, et donc il faut en changer. Voilà. Donc ça, et je dirais, et Carl Schmitt d'ailleurs fera la différence entre le recours à la dictature. Là aussi, Carl Schmitt n'est pas du tout le chantre de la dictature. On fait passer Schmitt pour quelqu'un qui était un apologue de la dictature. C'est pas ça du tout. Schmitt n'était pas du tout. Non, mais Schmitt était un penseur qui avait une très grande culture, qui connaissait parfaitement son histoire et qui avait découvert dans l'ancien droit romain, d'accord, la dictature de salut public, qu'il appelait lui, dans son fameux ouvrage, la dictature de commissaire, c'est-à-dire qu'on suspend l'ordre, et puis on fait une dictature pendant 6 mois, grosso modo, c'était la dictature romaine, parce que, précisément, considérait que le salut du peuple est dans la loi, salus populis suprema lex exto. Voilà. Et il considérait que, finalement, une dictature peut s'avérer nécessaire. Et le souverain peut être dictateur parce que c'est nécessaire. Et une fois que l'ordre est revenu, eh bien, finalement, l'ordre légal des choses reprend son cours. Mais aussi, si vraiment cet ordre-là ne vaut pas le coup d'être remis sur les rails,
eh bien, on le renverse, et là, pour le coup, on institue un nouvel ordre. C'est la dictature souveraine. Hein, pour le coup, le dictateur se fait souverain. Mais là encore, Schmitt prend bien soin de considérer que c'est le peuple qui est souverain. D'accord ? C'est le peuple qui est souverain. Schmitt, là aussi, finalement, je m'aperçois qu'au fur et à mesure de mon propos, en fait, je bats en brèche un certain nombre d'idées reçues. C'est peut-être même plus intéressant finalement qu'un propos linéaire. Mais Schmitt n'était pas du tout un antidémocrate. Schmitt considérait d'ailleurs que la démocratie, c'est pas du tout c'est pas la démocratie telle qu'on peut l'entendre dans la bouche d'Emmanuel Macron, de Manuel Valls ou de François Hollande. C'est pas ça du tout. Hein. La démocratie, c'est véritablement la nation en acte. C'est le peuple en acte, le Volk en acte. Le Volk, le peuple en allemand. C'est véritablement le peuple politique. D'ailleurs, Schmitt en tenait davantage pour la démocratie, et en cela beaucoup plus proche de Rousseau, d'accord, que d'un libéral comme Montesquieu, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, Schmitt était beaucoup plus démocrate que libéral. Donc, le souverain, c'est pas le souverain tel qu'on peut l'entendre aujourd'hui, hein, tel que Marine Le Pen pourrait en parler, par exemple. Ça n'a rien à voir, c'est pas ça du tout. C'est celui qui, à un moment donné, va... et ça peut être n'importe qui. Ça peut être celui qui sort du chapeau parce que l'homme providentiel dont on peut parler ça et là, qui à un moment donné va prendre la décision qu'il faut, là où il faut, au moment où il faut. Qui va décider à l'occasion d'une situation exceptionnelle, ou qui va même bouleverser le cours normal des choses parce que ça ne fonctionne plus, et qui va donc imposer un nouvel ordre. C'est ça, le souverain. Ça va là-dessus? Oui. Vous me permettez de me reposer un peu, c'est bien. Est-ce que Carl Schmitt envisageait l'existence de plusieurs souverains, je ne sais pas, par exemple une banque centrale et un gouvernement? Est-ce qu'il y a toujours... La voiture n'est pas ça, il y a la première partie de la phrase que je n'ai pas entendue. Est-ce que Carl Schmitt peut envisager l'existence de plusieurs souverains? Donc par exemple si on pense à la crise du Covid, d'un côté les banques centrales qui avaient une action financière mais qui était exceptionnelle. Alors justement, Carl Schmitt n'envisageait pas ça du tout, parce que bon, déjà, il faut, je dirais que vous considériez que le souverain au sens de Schmitt, c'est pas le souverain tel qu'on peut l'entendre aujourd'hui. Du tout. C'est pas celui qui est... Alors, certes, il avait ça en tête, évidemment, il connaissait Jean Bodin par cœur. C'est celui qui frappe monnaie, qui fait la guerre, qui a le monopole de la violence légitime. On est d'accord, il était parfaitement... il savait ça. Mais pour lui, le souverain est souverain celui qui décide. Ça, c'est celui qui, à un moment donné, sera suffisamment... Il faut savoir, je pense que vous allez davantage comprendre, Schmitt, comment dire, connaissait Max Weber. Bon. Et donc, Max Weber, vous connaissez les trois légitimités de Max Weber. Bon. Schmitt, c'est ça. Schmitt, c'est considérer que le souverain, c'est celui qui, quel que soit d'ailleurs, d'où il vient d'ailleurs, peu importe, c'est celui qui va imposer la décision, d'accord, et qui donc s'imposera comme le souverain. C'est celui qui va décider. C'est pas celui qui va respecter le droit, c'est pas celui qui va être légaliste. C'est pas ça du tout. Il ne sera pas forcément contre le droit, c'est pas un anarchiste. D'accord, hein, il n'est pas, c'est pas un gauchiste pour aller vite. C'est quelqu'un qui va décider, qui va poser un acte de souveraineté, d'accord, et qui va donc rétablir un ordre. Donc, vous, quand vous parlez de banque centrale, etc., vous parlez finalement de gens de môles, d'accord, où s'exerce un pouvoir. Et effectivement, oui, vous avez raison, un pouvoir plus ou moins souverain d'ailleurs. Oui, effectivement, la Banque centrale, Emmanuel Macron à l'Élysée, oui, chacun va tenter d'influer le cours des choses, notamment le cours politique des choses, en imposant des décisions, mais des décisions qui, malgré tout, seront quand même, qui n'auront rien à voir, si vous voulez, avec la situation d'exception, si vous voulez, la situation d'exception, c'est lorsque c'est une situation qui peut mener au chaos. Si vous voulez me faire dire que Emmanuel Macron a été schmittien lorsqu'il y a 1 an et demi, il a déclaré la guerre, pour reprendre son expression, à cette petite bébête qu'on appelle le Covid, non.
Non, parce que finalement, Emmanuel Macron, je dirais, à la rigueur, si je devais prendre une figure, Emmanuel Macron n'a pas fait œuvre de dictateur. À la rigueur, je dirais qu'il a fait plutôt œuvre de tyran, mais au sens classique du terme. C'est-à-dire quelqu'un qui, à un moment donné, a peut-être saisi l'occasion, en romantique qu'il est d'ailleurs, en littéraire qu'il est, oui, a saisi l'occasion d'imposer sa conception des choses. Mais c'est pas... Où était l'état d'exception? Il n'y avait aucun état d'exception. C'est lui qui a suscité un état d'exception, finalement artificiel d'ailleurs. Puisque, un an et demi après, on s'aperçoit quand même que l'ordre républicain est toujours présent. Bon, ce qu'on peut regretter en revanche, c'est qu'effectivement, il se soit fait... il s'est comporté comme un tyran, puisque finalement, il a suspendu un ordre, mais qui ne répondait absolument pas, qui ne répondait à aucune situation exceptionnelle. La situation sanitaire n'était pas exceptionnelle. Il y a eu, je dirais, des épidémies dans l'histoire, bon, qui n'ont jamais forcément, pas toutes en tout cas, qui n'ont jamais forcément tout le temps amené à une chute de régime. Bon, donc Emmanuel Macron n'est pas schmittien. Il a cru peut-être l'être, peut-être qu'on lui a soufflé d'ailleurs, je ne sais rien, mais il ne l'était pas. Il n'était pas. Donc là-dessus, il faut quand même faire attention à ce qu'on dit. Je ne sais pas s'il y a des questions encore à... Non? Sur le décisionnisme politique et oui. Macron schmittien, il y en a un qui est schmittien peut-être, c'est De Gaulle. Et il y a 30 ans, quand Schmitt est apparu dans l'université française, il y avait un grand débat sur l'influence indirecte de Schmitt sur la constitution de la Ve République via René Capitan. Alors, tout à fait. René Capitan, qui était un gaulliste social, plutôt de gauche, était un grand lecteur de Carl Schmitt, un lecteur critique d'ailleurs, mais néanmoins assez objectif, puisqu'il reconnaissait que en tant que théoricien constitutionnel, Schmitt tenait parfaitement la route. Et effectivement, lors de l'élaboration de la Constitution de 58, le fameux article 16, que l'on connaît, qui permet effectivement au président de la République eh bien, de concentrer entre ses mains les pleins pouvoirs, eh bien, est une réplique, une duplique de l'article 48 de la Constitution de Weimar. Effectivement, oui, ça, là-dessus, indubitablement, la Constitution de 58 est une Constitution... Enfin, la Constitution de 58, telle qu'elle a été adoptée par ses pères fondateurs, Debré, les Capitans, les Guéna et autres, De Gaulle, était beaucoup plus schmittienne qu'elle ne l'est aujourd'hui. La Constitution d'aujourd'hui n'a plus rien de schmittienne. Bon, d'ailleurs, je ne suis pas certain, et je ne ferai pas œuvre d'ailleurs, je ne serai pas un grand prophète, en disant que plus jamais l'article 16 ne sera utilisé. Plus jamais. Bon, voilà, donc là-dessus, je pense que malheureusement, d'ailleurs, puisqu'on en revient à Emmanuel Macron, il s'en est très très bien passé. Il aurait pu d'ailleurs. Il s'en est très bien passé, puisque finalement, il a utilisé les règles juridiques pour les réformer, pour faire passer un pseudo-état d'urgence sanitaire, bon, qui est davantage tyrannique que dictatorial. Il faut faire la différence entre la dictature et la tyrannie. Les tyrans pouvaient provoquer le passage à l'acte. On pouvait les tuer, les tyrans. Les dictateurs, pas nécessairement. Je dis pas nécessairement. Je dis pas parce que bon, il y a des dictateurs qui ont, notamment sous la Rome antique, qui ont très mal fini. Mais le tyran, c'est la théorie des monarchomaques, c'est la théorie, toutes les théories, si vous voulez, régicides, peut justifier qu'on le supprime physiquement. Le dictateur, non. Le dictateur, à la rigueur, il est là vraiment pour sauver ce qui doit l'être. Et Schmitt, d'ailleurs, se situait dans cette perspective. Il ne se situait pas autrement. Vous avez d'autres questions ou... Alors, je ne sais pas quelle heure il est tout. Si tu peux me donner l'heure. 19h15.
19h15. Ah oui, quand même, je parle depuis 1 heure. Oui, oui. J'ai l'impression Beaucoup que de talent et on écoute ça passionnément. Ouais, non, j'ai l'impression que je Et parle. je suis sûr qu'il y a des questions. J'ai l'impression que je parle depuis 1/2 heure. Ça passe tellement vite. C'est terrible. En plus, j'ai pas de montre, alors. Non, juste pour terminer, quand même, pour être à peu près, sinon exhaustif, je ne le saurais jamais, mais pour être complet. Donc, au moins sur l'épisode nazi de Schmitt, qui va me permettre d'ailleurs après de terminer mon propos sur la deuxième partie de sa vie. Schmitt, si vous voulez, donc adhérera au parti nazi, au parti national-socialiste des travailleurs allemands, ce qui est mieux d'ailleurs, en 1933. À l'invitation de Martin Heidegger, qui lui était je pense, un national-socialiste convaincu, beaucoup plus que ne le sera jamais Schmitt. Donc Schmitt adhérera. Alors il faut savoir que Schmitt, un petit peu avant, je dirais, au moment de son adhésion, essaiera plus ou moins de grenouiller dans les sphères du pouvoir. Et Schmitt adhérera au Parti national socialiste travailleurs allemands pendant 3 ans, donc de 1933 à 1936. Alors, évidemment, je dirais qu'il y a une congruence de pas mal de circonstances. Sa notoriété, Schmitt était quand même quelqu'un de très connu, un juriste vraiment, le Kronjuriste du Troisième Reich, quelqu'un qui vraiment sera brillantissime, qui bénéficiera d'ailleurs d'une protection, c'est Hermann Göring qui le protégera, qui le nommera d'ailleurs comme conseiller d'État au Conseil d'État de Prusse, dans lequel d'ailleurs il ne siégera qu'une seule fois. Mais Göring d'ailleurs l'avait pris un peu sous sa protection, et parce qu'il admirait, je pense qu'il l'estimait beaucoup. Mais Schmitt, et c'est ce qui lui sera reproché d'ailleurs notamment par la SS, donc véritablement les nationaux socialistes historiques, c'est que Schmitt passera, et c'est je dirais mon opinion, en tout cas celle que je défends dans ce petit essai, Schmitt était opportuniste. Schmitt a cru, c'était un opportuniste doublé d'un naïf. Alors, je sais que cette thèse-là est battue en brèche, notamment par l'université, qui considère qu'il était vraiment nazi bien avant l'avènement du régime nazi. Bon, ça, je trouve que là-dessus, il y a beaucoup d'excès quand même. Moi, je pense que Schmitt était opportuniste et naïf. Opportuniste parce que voulez-vous, il était au fait de sa gloire. À 40 ans, il avait écrit quasiment la première partie de son œuvre. C'est celle-là d'ailleurs qui est enseignée, qui est enseignée en tout cas, qui est lue abondamment, commentée. Celle à laquelle moi-même je me réfère très souvent d'ailleurs, beaucoup plus qu'à la deuxième partie, qui est plus sur le droit international. Parce que c'est une œuvre passionnante. C'est vraiment une œuvre qu'on redécouvre, de la même façon qu'on lit le Prince de Machiavel, on en redécouvre tout à chaque page. C'est véritablement sans fin, c'est d'une richesse infinie. Et Schmitt, voilà, a cru, voilà, je pense il y avait aussi, je pense, un peu d'orgueil. Quand on regarde, c'est intéressant d'ailleurs, la relation qu'il a eue avec Jünger qui était vraiment quelqu'un, on parlait tout à l'heure de tenue. Jünger était vraiment quelqu'un qui avait de la tenue, et puis qui était véritablement distant, qui voyait vraiment les choses arriver de très loin, qui certainement d'ailleurs avait une perspicacité que n'avait pas Schmitt. Bon, un jugement beaucoup plus sûr que ne l'avait Schmitt. Schmitt était quelqu'un qui était décrit d'ailleurs par son entourage comme quelqu'un de très affable, qui avait la plaisanterie assez facile, qui était un peu taquin, capable de sérieux, mais qui se laissait aller, qui était d'humeur beaucoup plus badine qu'à Jünger, par exemple, qui était beaucoup plus réservé, beaucoup plus distant. Voilà, d'ailleurs, quand j'avais vu un jour Dominique Vénère, j'avais pensé à Ernst Jünger, je me dis, il lui correspond parfaitement. C'est vrai, voilà. Bon, après, j'ai pas connu Ernst Jünger non plus, mais voilà. Et Schmitt, voilà, je pense que c'était quelqu'un qui pensait, il s'est peut-être laissé un peu, voilà, vous savez, vous connaissez la fable du corbeau et du renard, c'était ça, c'était le corbeau qui a laissé tomber son fromage. Et d'ailleurs, il en a coûté d'ailleurs, Et naïveté parce qu'il pensait,
Et là, pour le coup, on retrouve le Schmitt vraiment purement intellectuel. Ça, je dirais, c'est l'écueil même de l'intellectuel, qui pense que, eh bien, comme Aristote pour Alexandre, comme d'autres, peut-être il pensait changer le cours des choses en rentrant dans la machine hitlérienne. Et là-dessus, je pense qu'il a fait preuve vraiment d'une naïveté confondante, parce que l'idéologie nazie, c'est-à-dire au sens que Hannah Arendt donnait au mot idéologie, c'est-à-dire la logique d'une idée poussée vraiment à l'extrême, était incompatible avec finalement son approche. Schmitt était un intellectuel qui prenait finalement l'appareil d'État comme un laboratoire. Bon, et je pense qu'il a été abusé par ça. D'ailleurs, les SS ne s'y sont pas trompés, puisqu'il y a eu véritablement, je dirais, alors là pour le coup il s'est fait des ennemis. Là. Les SS l'ont trouvé trop tiède, l'ont trouvé même philosémite, trouvé même que son catholicisme était franchement vraiment dérangeant. Et finalement trouvé qu'il ne donnait pas suffisamment de gages au régime. Donc il a été... alors, il a quand même continué. Il a été déchu d'ailleurs de toutes ces... Il avait été nommé à l'Académie du droit allemand. Il avait été bombardé directeur de différentes commissions juridico-universitaires. Bon, il avait vraiment la mainmise pendant ces deux ans et demi, on va dire 2 ans, sur tout ce qui concernait le droit public, le droit de manière générale, à l'université et institutionnel en Allemagne. Il était véritablement, c'était vraiment le Deus ex machina, quoi. Là-dessus, il était, et il a été déchu de tout. Il a seulement gardé son poste à l'université de Berlin. Il a quand même continué, et d'ailleurs, a bénéficié de la protection de Göring. Göring a dit bon allez stop, on arrête un peu. Voilà, bon, c'est sa protection par Göring qu'il a finalement, je dirais, écarté de toute vengeance, voire épuration. Je pense même d'ailleurs qu'il aurait pu être exécuté véritablement. Hein. Donc parce qu'il y avait véritablement, on n'en voulait plus. On n'en voulait plus, les SS n'en voulaient plus, et il était véritablement l'impur dans le régime, et on considérait que, alors même qu'il faut savoir, et c'est d'ailleurs ce qui lui sera reproché à Schmitt, hein, il faut quand même savoir que pendant, il a été, comme tout, il a adhéré au Parti national-socialiste allemand, des travailleurs allemands, mais il a écrit, il a commis des écrits qui lui seront reprochés. Il n'en a pas commis tant que ça d'ailleurs. Hein, le Führer protège le droit, et puis un article d'ailleurs, le combat de la science allemande du droit contre l'esprit juif. Bon, tout de suite, bon, voilà. C'est d'ailleurs, ce sont ces 2 articles principalement qui lui seront reprochés. Le Führer protège le droit. Quand on le lit d'ailleurs, quand on le lit entre les lignes, on s'aperçoit que c'est pas du tout une apologie d'Adolf Hitler. C'est absolument pas ça du tout. C'est véritablement. Alors d'ailleurs, c'est un article qui est là aussi empreint de naïveté, parce que on s'aperçoit en le lisant que finalement il a voulu appliquer sa conception de la dictature, du souverain, etc. dans cet article. Et on s'aperçoit que finalement l'article était trop court. Hein, il aurait fallu qu'il développe, développât plus longuement cet article pour faire véritablement un livre. Et peut-être qu'on ne lui aurait pas reproché ce qu'on lui a reproché après, d'en avoir fait un hitlérien fanatique, ce qui n'était pas du tout le cas. Après, effectivement, oui, dans le combat de la science allemande du droit contre l'esprit juif, oui, il a eu des mots, il faut pas, je dirais, il faut pas se voler la face. Il a eu des mots peu amènes à l'égard de collègues d'ailleurs, hein, à l'égard de. Il en a profité aussi pour régler ses comptes. Hein, bon, il ne faut pas non plus se voiler la face. J'ai beau, moi, avoir beaucoup d'admiration pour Carl Schmitt, n'empêche que c'était un homme, comme nous tous, d'accord, avec ses qualités, ses défauts, ses excès. Bon, voilà, après, et c'est ce qui lui sera reproché, notamment en 1945. Alors, j'arrive à 1945, la fin de la guerre. Carl Schmitt sera arrêté par les soviétiques, les soviétiques le donneront aux Américains. Alors tout de suite, Schmitt va être, je dirais, il va connaître d'ailleurs, je pense que ça fera partie des périodes de sa vie, peut-être les moins agréables,
il va évidemment être interrogé sur sa complicité plus ou moins supposée avec le régime. Alors, notamment, c'est Robert Kempner qui sera procureur auprès du tribunal de Nuremberg, qui va le passer à la question, littéralement. D'ailleurs, qui lui soumettra un questionnaire. D'ailleurs, je vous renvoie d'ailleurs au livre Le questionnaire de Ernst von Salomon, qui décrit ça d'ailleurs. Enfin, pas Schmitt, mais effectivement, on passait les gens à la question. On soumettait un questionnaire aux gens supposés avoir collaboré activement avec le régime, ou avoir participé en tout cas activement à la politique hitlérienne. Et donc, on va dire de 45 à 47, Schmitt vivra des moments. On lui confisquera sa bibliothèque. Bon, après s'être fait voler sa bibliothèque par sa première épouse, on lui confisquera sa bibliothèque une deuxième fois. Ce qui, je pense, pour un intellectuel, enfin moi qui est une grande bibliothèque, je trouverais, pour moi, ce serait, voilà, mon cœur saignerait. Mais néanmoins, il bénéficiera d'un non-lieu. Kempner reconnaîtra d'ailleurs qu'il n'avait aucun délit, aucune infraction à lui reprocher. Néanmoins, Kempner lui dira de se tenir malgré tout à disposition de la justice. Alors peut-être pas la justice spéciale de Nuremberg, mais peut-être la justice pénale de son pays. Bon, finalement, il sera inquiété, il sera nullement inquiété par la justice, par nul tribunal. Ce qui n'empêchera pas, alors, voilà, il sera reconnu, donc on le lavera de tout, aucune charge contre lui. Néanmoins, il sera déchu de tout. Il sera démis de la fonction publique. Donc là, il sera obligé de quitter l'université. Alors, un collectif d'amis, d'anciens élèves, se constitueront jusqu'à la fin de sa vie. Je vous parle de ça des années 47. Il mourra en 1985. D'accord, donc 97 ans. Donc, si vous voulez, je dirais, la deuxième partie de sa vie sera aussi longue que la première. Et donc un collectif d'amis et de collègues va lui assurer sa subsistance, ce qui va lui permettre d'ailleurs de continuer à publier. Publier plus ou moins sous le manteau. Je dis bien plus ou moins. En Allemagne, certains viendront le voir quand même. C'est assez comique de noter quand même qu'il inspirera, il apprendra d'ailleurs par un collègue juif, d'ailleurs, Jacob Taubes, que sa théorie de la Constitution aura servi aura inspiré la Constitution israélienne. Quand on y pense, voilà, ce qui veut bien dire quand même que les Israéliens, en tout cas, ne le tenaient pas spécialement pour un anti-juif, un antisémite. Il y en a évidemment qui l'ont considéré comme tel, mais pas tout le monde. Et il continuera à faire des conférences. Alors, il faut savoir quand même qu'au moment où il se fera expulser du parti nazi, eh bien, il laissera tomber un petit peu son œuvre de publiciste interne. Il s'intéressera beaucoup moins à l'État et à la Constitution, et il se tournera vers le droit international, les relations internationales. Et on lui doit notamment, je vais terminer là-dessus, mais si vous voulez, dans le jeu des questions, on pourra être amené à développer ou pendant la signature, ou même de manière très informelle. Mais si vous voulez, la deuxième partie de son œuvre, qui est beaucoup plus axée sur les relations internationales, sur le droit international, une réflexion véritablement très profonde sur l'ordre juridique, l'ordre international, eh bien, continue aujourd'hui, si vous voulez, à inspirer des intellectuels. C'est à lui, par exemple, qu'on doit cette prescience. Il pressentait que l'État allait s'évaporer. Il présentait la déliquescence de l'État, le déclin de l'État. Considérait d'ailleurs, il avait toujours dit d'ailleurs que l'État n'était pas le terreau du politique. D'ailleurs, il le dit d'ailleurs, c'est l'incipit de sa notion de politique. La notion d'État présuppose la notion de politique. Pour lui, le politique vient avant l'État. L'État finalement n'est qu'un artefact, un événement historique, d'accord, du politique. L'État est là, l'État est en charge du politique, mais si demain l'État n'est plus là, finalement, c'est pas grave. Et d'ailleurs, Schmitt considéra que le Großraum, le grand espace,
d'autres entités se substitueront à l'État, d'accord, pour faire vivre le politique. Le politique vivra toujours. Du moment qu'il y aura toujours cette opposition entre l'ami et l'ennemi, d'accord, eh bien le politique survivra toujours. Bon. Donc déjà, ça c'est un point qu'il développera, ça. Un point qu'il développera. Un deuxième point qu'il développera aussi, il s'apercevra, et là je vous recommande son Terre et Mer, franchement, qui est un ouvrage qu'il avait écrit pour sa fille unique, Anima Louise. Il avait écrit alors, sur la forme d'un conte, d'ailleurs, enfin un conte quand même d'un certain niveau, hein, c'est pas le petit Japon rouge, où il développera véritablement l'opposition à partir du XVIe siècle. Et c'est vrai que quand on lit cet ouvrage, on se dit mais... Et alors après, il parachèvera d'ailleurs, il précisera d'ailleurs sa pensée dans le Nomos de la Terre. Il dira finalement, depuis le XVIe siècle, eh bien, la logique maritime va s'opposer à la logique de la Terre, la logique tellurique. Et il considérera finalement que le siège du droit et du politique, c'est la Terre, c'est le continent, c'est le tellurique. Et la mer, eh bien, c'est le royaume de l'indistinct, de l'informe, de l'indéterminé, du flux et du reflux, du sac et du ressac. Hein, il n'y a pas de frontière sur la mer. Hein, comme si vous essayez de mettre quelque chose sur la mer, eh bien, un ballon, vous allez vous apercevoir qu'il va divaguer. Hein, c'est le contraire de la Terre. Il n'y a pas d'ordre sur la mer et il n'y a pas de localisation possible. Il n'y a pas de localisation possible. C'est d'ailleurs, autant je dirais sur Terre, même si vous n'avez pas de boussole, il suffit de regarder l'étoile du Nord, l'étoile du Berger, comme on dit, et vous saurez tout de suite où est le Nord. Sur mer, c'est très compliqué. Sur mer, vous bougez tout le temps, pour plus qu'en plus qu'il y ait des nuages. Au moins, quand vous baladez en forêt, vous pouvez regarder la mousse des arbres. Vous avez des indications sur Terre. Ce qui est terrien, c'est solide. Ce qui est maritime, finalement, c'est liquide. Hein. Et d'ailleurs, je fais d'ailleurs un rapprochement, parce que c'est vraiment saisissant. Et d'ailleurs, on s'aperçoit que Zygmunt Bauman, intellectuel polonais, dans la société liquide, a lu Carl Schmitt. On retrouve d'ailleurs dans les ouvrages de Bauman véritablement des propos schmittiens, littéralement schmittiens. Je pense qu'il a été profondément influencé par, sinon peut-être par le Nomos de la Terre, quoique, parce qu'on retrouve approfondi Terre et Mer, hein. Mais on retrouve véritablement ça. C'est que finalement, et d'ailleurs Schmitt le dira, la logique de la mer aura submergé la logique de la Terre. La logique commerciale, parce que c'est ça en fait. Hein. Quand il parle de l'Angleterre, c'est l'Angleterre qui fait du commerce, qui fait de l'économie. Hein, c'est l'Angleterre véritablement protestante, l'Angleterre qui n'a pas le rapport, qui n'a pas de tabou avec le monétaire, avec l'argent, avec la finance. Hein. Alors que dans les terres, c'est autre chose, c'est beaucoup plus conservateur. Et Schmitt va mettre ça en évidence. Alors, ça aura des applications d'ailleurs, je dirais, assez naturelles, puisque Schmitt va considérer que, avec le déclin de l'État, l'apparition des grands espaces, l'apparition de la logique maritime qui va tout submerger, eh bien, un nouveau nomos va apparaître. Un nouveau nomos de la Terre. C'est quoi le nomos de la Terre? Un nomos, qu'est-ce que c'est? C'est une organisation. Et encore, quand je parle quand je traduis ce mot, je devrais même dire, je préfère même le terme de mensuration. C'est la mesure. Si vous voulez, c'est un nomos, c'est ça. C'est une nouvelle façon de concevoir l'organisation des hommes, des institutions, du politique. Il faut savoir que Schmitt avait toujours le politique en tête. D'accord? Donc une nouvelle mensuration. J'aime bien ce terme-là. Je ne sais pas quel synonyme je pourrais donner. La nouvelle mesure des choses. D'accord? Et aujourd'hui, la mesure, elle est maritime. Elle est liquide. Elle file entre les doigts. Elle n'est pas concrète. Elle n'est pas concrète. Schmitt est un penseur du concret. C'est un penseur existentiel. D'accord? Voilà. Et le nomos, aujourd'hui, il est abstrait. Aujourd'hui, c'est les droits de l'homme. C'est quoi les droits de l'homme? Ils sont coextensibles à l'infini. Hein, c'est du chewing-gum. Voilà. Non, c'est ça la mer. Et la logique maritime et lui, alors, il allait même beaucoup plus loin parce qu'il considérait même que ça allait, cette logique-là allait impliquer finalement c'est ce qu'il craignait d'ailleurs. C'est ce qu'il craignait. Hein, que lui qui était un adepte du pluriversum,
d'accord, c'est-à-dire du monde divers, du plurivers, il craignait que finalement on aille vers un monde unifié. Or un monde unifié, au nom de l'humanité des droits de l'homme, le nouvel ordre mondial, hein, il fustigeait la SDN, la Société des Nations, mais il aurait fustigé de la même façon l'ONU. Il considérait que finalement cette logique d'unification, donc d'universum, d'universalité, d'universalisme, eh bien allait peut-être déboucher sur finalement une dépolitisation, une neutralisation du politique, une évacuation du politique. Une évacuation au sens, d'ailleurs, ça me fait penser à Richard Millet, Paris bas-ventre, hein, le peuple... C'est ça, une évacuation de tout. Voilà, finalement, une exonération, hein, au sens gastro-entérologique du terme, eh bien, du politique. Et c'est ce que craignait Schmitt, d'ailleurs. Et ça, je dirais, il faut vraiment lire son Nomos de la Terre et tous les textes qu'il a fait. Et alors, ça allait mener, et ça sera d'ailleurs mon point final, il craignait aussi que... Enfin, il s'était aperçu que finalement, la logique de la guerre issue eh bien, des traités de Westphalie 1748 ou du Congrès de Vienne de 1815, cet ordre juridico-politique, diplomatique, eh bien, qui considérait que l'ennemi était celui avec lequel on pourrait faire la paix. Donc il ne fallait pas considérer l'ennemi comme le monstre, hein, comme l'ennemi absolu, comme celui qu'il fallait éradiquer. Non. La guerre, c'était la continuation de la politique par d'autres moyens. Donc, dans acte. Donc l'ennemi, très bien, on se bat avec les armes de la guerre. D'ailleurs, il plaidait pour un droit de la guerre, même un droit dans la guerre, le jus in bello. D'accord, considérait finalement que, oui, la guerre devait se faire avec des formes. Vous savez, messieurs les Anglais tiraient les premiers. Il y a une courtoisie dans la guerre. En fait, je dirais, l'anniversaire de la mort de Napoléon, mais quand vous regardez les batailles napoléoniennes, c'était ça d'ailleurs. C'était une guerre en forme. Une guerre en forme, une guerre où effectivement on ménageait l'ennemi. Parce que l'ennemi, ça pouvait être l'allié de demain. À partir, Schmitt pressentait qu'avec le nouvel ordre de Yalta, ce ne serait plus le cas. L'ennemi était criminalisé. Les guerres n'étaient plus des guerres, mais des opérations de police. Donc véritablement, et on commettrait la guerre au nom de la morale, et non plus au nom du droit de la guerre. Non, c'était plus des guerres en forme. Hein, il ne s'agissait plus d'avoir on ne considère plus l'ennemi comme pouvant défendre politiquement et donc militairement une cause juste de son point de vue. Non, on considère qu'aujourd'hui, ce n'est plus l'ennemi qui compte, c'est la cause. Ah, la cause. Bah, la cause, ça amène, je dirais, au démantèlement, au bouleversement du Proche-Orient, enfin du Moyen-Orient. Ça amène à toutes les guerres que l'on connaît hein, d'aujourd'hui. Des guerres totales, des guerres justes. Voilà. Finalement, c'est un retour aux guerres de religion. Les guerres de religion, c'était ça, c'était des guerres pour la cause juste, oui, pour le Christ, pour l'Évangile. Bon. Et or, justement, avec cet ordre vienno-westphalien, on va dire, eh bien, c'était la guerre en forme. La guerre où, effectivement, l'ennemi était considéré comme quelqu'un avec qui on pouvait faire la paix demain. Ça, c'est très important. Et Schmitt considérait que, finalement, on allait aboutir à des guerres totales. À des guerres totales. Et un des marqueurs, une des manifestations de ces guerres totales, c'est le partisan. Le partisan, c'est quoi? Ben, le partisan, c'est celui qui fait la guerre, qui ne fait pas la guerre en forme, hein, qui fait la guerre de manière irrégulière, c'est-à-dire qui n'a pas d'uniforme, qui fait une guerre idéologique. On retrouve je dirais la prégnance de l'idéologie, hein, et qui fait une guerre mobile sur un champ de bataille. Il y avait un champ de bataille avant. Aujourd'hui, le partisan, il mène une guerre qui est partout, ubiquitaire, qui est ici, là, une guerre liquide. On en revient toujours là. Schmitt est quelqu'un de très conséquent. Hein. Il y a une cohérence dans sa pensée. Et c'est quelqu'un, donc, finalement, le partisan, c'est celui qui, eh bien, va frapper de manière anonyme. D'accord ? Qui va frapper, voilà. Et Schmitt considérait que cette apparition, cette épiphanie, eh bien, du partisan, du guerrier irrégulier, de celui qui allait se parer, eh bien,
des plumes du militaire, mais qui n'en était pas un, qui est trompeur en plus, qui est trompeur, eh bien, était une manifestation de cette nouvelle, de ce qu'il craignait lui comme une guerre totale, finalement. Donc voilà, alors donc Schmitt, pour vous dire, pour terminer mon propos, en dépit de ce qu'on peut dire sur lui au sein de l'université, de ce qu'on peut dire sur lui en France, mais je vous dis, hein, on ne dit pas la même chose de lui en Italie, en Allemagne, en Espagne, aux États-Unis, en Chine, même en Israël. Eh bien, Schmitt, effectivement, c'est le tabou en France. Hein, c'est le tabou. Hein, c'est le tabou. Mais Schmitt, c'est une pensée qui est richissime. C'est une pensée qui est profonde. C'est une pensée qui... il y a encore des choses à découvrir. Il y a encore des... C'est un juriste, oui, mais j'aurais tendance à dire que c'est devenu un philosophe. C'est devenu un penseur classique. Classique au sens où il est le continuateur de la pensée classique du XVIe, XVIIe, la pensée, on va dire, la Renaissance, depuis la Renaissance, et en même temps un penseur classique parce que il est rentré pour moi, selon moi, eh bien, si vous voulez, oui, dans le dernier grand penseur, je dirais européen, dernier grand penseur européen, alors je dirais du XXe siècle, et pour l'instant du XXIe siècle, parce que c'était un penseur puissant, vraiment puissant. C'était quelqu'un qui avait des fulgurances. Alors je vous encourage, parce que vous savez que la pensée de Schmitt n'est pas une pensée qui... vous savez, moi j'étudie Schmitt depuis 1999. Bon, ça fait des années, un certain nombre d'années maintenant. Et c'est une pensée qui ne se laisse pas... qui n'est pas compliquée du tout. Hein. Elle peut être complexe, mais elle n'est pas compliquée. Elle est même plutôt accessible. Schmitt était comme je dis souvent d'Alain Benoît, c'est la ligne claire. Il est véritablement, il est très clair, il est très explicite. Mais c'est une pensée qui est tellement profonde, avec des interstices, hein, des nuances, des subtilités, qu'il faut parfois des années pour... même encore parfois en relisant, je me dis tiens, mais oui, ça ne m'était pas apparu comme ça il y a quelques années, et c'est pas idiot. Et même encore, je vous dirais, même ce livre-là que j'ai écrit, j'aurais peut-être pu même l'écrire autrement encore. Bon, bah, c'est comme ça. Bon, il est écrit maintenant, il s'est gravé dans le marbre. On verra une prochaine réédition, mais voilà, c'est une pensée qui est toujours, qui se dévide comme une pelote et de manière infinie. Et c'est une pensée classique parce que il fait vraiment partie pour moi des gens incontournables. On ne peut pas étudier, si vous voulez, la science politique ou le droit, ou l'État, voire même l'Union européenne, hein, sans passer par Schmitt. Je vous remercie. Merci. C'était un peu long.